Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Tu dois te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance? Vas-y, tu la tentes ou pas? Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, comme toujours, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère aussi que le Père Noël s'est montré généreux avec vous et que vous avez rempli vos coffres d'armes et de munitions pour l'année qui vient. Avant de commencer cette vidéo, petit logo de l'UFA. Vous le savez, l'UFA c'est l'Union Française des Amateurs d'Armes qui défend l'intérêt des tireurs depuis 1979. C'est important d'être adhérent. Plus il y aura d'adhérents à l'UFA, et mieux on sera représenté et défendu auprès de nos ministères de tutelle. Je ferme la parenthèse, j'en ouvre une autre pour mettre en avant le travail de notre ami Arnaud Lamotte. Arnaud Lamotte est un expert en armes à feu, il sort un bouquin, il reste encore quelques jours pour pouvoir se le procurer. J'ai commandé le mien, je vous mets le lien en description et vous pourrez aller commander votre exemplaire. Autre parenthèse, abonnez-vous à ma chaîne. J'aimerais bien qu'on franchisse les 10 000 abonnés avant le 31 au soir, parce que je suis à 110 ou 112 abonnés pour arriver à 10 000. Donc faites-moi ce plaisir, il reste quelques jours, cliquez et abonnez-vous. Voilà, je vous remercie. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du revolver le plus puissant du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Clint Eastwood. Parce que dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire, le 44 Magnum, ça reste effectivement le revolver le plus puissant du monde. Alors nous, tireurs, on sait que c'est faux, on sait que ça a été dépassé depuis longtemps, mais ça reste quand même un revolver extrêmement puissant. 44 Magnum has quite a kick. Damn, that was fun. Cette vidéo va se dérouler en 5 parties. D'abord, la genèse, comment est né le Smith & Wesson 29 en 44 Magnum, par qui il est né, qui a été à l'initiative de cette arme. Ensuite, on va aborder la chronologie, puisqu'on va voir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au fil des ans, entre sa naissance en 1955 et aujourd'hui. Donc, presque année par année, on va regarder un petit peu ce qui a évolué, ce qui a été modifié sur le modèle 29. Ensuite, on va voir le rôle du Smith & Wesson 29 au cinéma. Ensuite, eh ben, la partie stand que vous allez voir, c'est un peu... bon, voilà. Et puis, la conclusion, voilà, habituelle, voilà. Alors, si vous pensez tout savoir sur le Smith & Wesson 29, eh bien, j'ai envie de dire, détrompez-vous, parce que moi, je croyais en savoir beaucoup, et je me suis rendu compte en fouillant un petit peu, parce que vous savez, quand je prépare une vidéo, je fais énormément de recherches, pour pas dire de conneries déjà, et puis rendre la vidéo un peu plus intéressante. Vous savez que raconter l'histoire d'une arme en 5 minutes, c'est pas le format de la maison. Moi, je suis plutôt assez long quand il s'agit Et puis en l'occurrence là, on part de 1955 jusqu'à aujourd'hui, donc on va y passer un petit peu de temps, installez-vous confortablement. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, moi, à l'heure où je tourne, nous sommes le dimanche 29 décembre. Voilà, j'espère mettre cette vidéo en ligne ce soir. Là, nous sommes le matin, pour que vous puissiez passer votre dimanche tranquille à regarder ma vidéo. En 1955, 2 armes de poing vont faire leur apparition avec, j'ai envie de dire, une égale popularité. D'abord le Colt Python 357 Magnum et l'objet de cette vidéo, le Smith & Wesson modèle 29 en 44 Magnum. Alors comme souvent, tout part d'un homme, et cet homme c'est Elmer Keith. Elmer Keith, je vous mets quelques photos, Elmer Keith, c'est en quelque sorte la pierre angulaire, c'est le père fondateur des calibres Magnum. On lui doit le 357 Magnum en 1935, on lui doit le 44 Magnum donc en 1954, et on lui doit le 41 Magnum en 1963. Alors Elmer Keith, c'est un passionné d'armes, c'est un passionné de rechargement, mais c'est surtout un grand chasseur. C'est quelqu'un qui a écrit quand même une bonne dizaine de livres et puis des centaines d'articles dans les revues d'armes américaines de l'époque. Et sa spécialité à lui, enfin ce qu'il aime à la chasse, c'est chasser à l'arme de poing. Et évidemment, plus le gibier est gros, plus il faut que la munition soit grosse. Et comme c'est un rechargeur, eh bien, il se met à faire des essais, à se dire, bah, je vais gonfler la charge de telle et telle munition disponible sur le marché, je vais essayer de... Voilà. Et puis il arrive à développer le 357 Magnum, le 44 Magnum, etc. Et Elmer Keith, il a le mérite d'avoir mis autour de la table Remington et Smith & Wesson. Remington pour le développement de la cartouche 44 Magnum, et Smith & Wesson
pour le développement de l'arme qui allait pouvoir tirer cette cartouche. Les premiers essais commencent en juillet 1954 et vont se terminer à la fin de l'année 1955. Le lancement officiel du Smith & Wesson 44 Magnum, qui, je le précise, ne s'appelle pas encore le modèle 29, donc ce Smith & Wesson 44 Magnum, comme le montre d'ailleurs la publicité, est sorti officiellement en janvier 1956 au prix de 140 $, ce qui en fait le revolver le plus cher de son époque. Avant lui, c'était le Python 357 qui est sorti quelques mois avant, en 1955, qui était réputé être le revolver le plus cher. Je crois qu'il était vendu de mémoire 125 $. Et là, on est à 140 $. Alors, à savoir qu'il était vendu à l'époque dans un coffret bois garni de satin bleu, un petit peu comme ce que fait Smith & Wesson aujourd'hui pour les modèles, j'allais dire commémoratifs, classiques, c'est-à-dire quand ils ont ressorti le modèle 29 en 2006, ils sont livrés donc dans un coffret bois très joli et avec un tissu, une espèce de feutrine bleue avec pareil le petit tournevis, les couvillons, etc. Enfin bref, c'est un joli coffret, il faut reconnaître que c'est un joli coffret. Donc à l'époque il était vendu comme ça, comme une arme de luxe. Alors comme je le disais, le modèle 44 Magnum ne s'appelle pas encore modèle 29, c'est en juin 1957 que Smith & Wesson va réviser une partie de sa nomenclature et attribuer le numéro 29 au 44 Magnum. A savoir également qu'il était proposé en finition bronzée et en finition nickelée. Voilà, j'ai envie de dire, pour la partie historique, partie genèse, par qui a été à l'initiative, on l'a vu, c'est Emerkis, tout ça. Bon voilà, je pense que ça on a compris. Là maintenant on va rentrer dans la chronologie, ce qui va nous permettre de dater toutes les évolutions du modèle 29 jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Alors pour commencer cette chronologie, il faut noter que les 500 premiers exemplaires du modèle 44 Magnum vont sortir en canon de 6 pouces et demi. Et la même année, donc 1956, va sortir également le 4 pouces. Évidemment, les premiers exemplaires, les tout premiers exemplaires qui en fait ont été expédiés en décembre 1955, vous le savez souvent, les premiers exemplaires à sortir d'une chaîne de montage sont envoyés en cadeau à certaines personnalités, notamment celles qui ont contribué à la naissance de ce revolver. Donc Elmerkis reçoit évidemment un exemplaire, le général Hatcher, qui je crois à l'époque était rédacteur en chef de la plus importante revue d'armes aux États-Unis, il en reçoit un exemplaire, et puis évidemment le boss de Remington qui reçoit un exemplaire également. Alors autant dire que le succès est immédiat. Il va se vendre en 1956, il va se vendre 3100 exemplaires précisément, 3100 exemplaires, ce qui est un succès colossal. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans les détails techniques. En septembre 1957, la plaque latérale qui permet d'accéder au mécanisme interne, qui possédait jusqu'à présent 5 vis, passe à 4 vis, et plus tard à 3 vis. Voilà, vous savez que chez Smith & Wesson, vous avez des plaques 5 vis, 4 vis, 3 vis, voilà. Mais en 1958, les deux continuent d'être fournis, c'est-à-dire que, vous savez, vous avez toujours du stock, et il faut écouler le stock. Donc il n'est pas question, sous prétexte que la plaque latérale soit passée à 4 vis, qu'on n'écoule pas celles qui sont à 5 vis. Donc forcément, en 1958, vous trouvez les deux. Chez les armuriers, vous trouvez des 4 vis et des 5 vis. A noter également que c'est en 1958 que va sortir la version en 8 pouces 3/8 au catalogue. Et c'est toujours en 1958 que sort 500 exemplaires en 5 pouces. Il n'y en aura que 500, pas un de plus. Donc autant vous dire que ça en fait un exemplaire extrêmement prisé, extrêmement recherché par les collectionneurs. Bien, maintenant on va examiner les évolutions, comme je vous l'ai dit, année après année. Alors on passe du pré-29 au 29, simplement parce que Smith & Wesson, en 1957, a décidé de l'appeler 29, mais il n'y a pas de changement, en dehors de la plaque de couche, qui était à 5 vis et qui passe à 4 vis. Mais ça reste le modèle 29 à partir de 57. On va passer au modèle 29-1 en 1961, pour une petite modification, parce qu'à l'usage, ils se sont rendus compte que le filetage de la tige d'éjection se dévissait au fur et à mesure du tir. Donc ils ont inversé le filetage pour que ça ne se dévisse plus, ce qui était une très bonne idée. Donc ça c'était 1961, et pour marquer cette modification, ils ont appelé ça donc le 29-1. Ensuite, en 1962, c'est le ressort du barillet qui a été modifié. C'est donc devenu le 29-2. Cette version n'a plus bougé de 62 à 82, sauf qu'en 1979,
le canon va être ramené à 6 pouces pour des raisons d'économie, des raisons probablement de standardisation de la production. Donc il passe de 6 pouces et demi, ce qui était son canon de naissance, j'ai envie de dire, il passe à 6 pouces en 1979. Mais on est toujours, jusqu'en 1982, sur un 29-2. On arrive maintenant à l'année 1982, et j'ai envie de dire que l'année 82, c'est un peu l'année de la grande bascule. Les amateurs de Smith & Wesson savent de quoi je veux parler. Cette année-là, Smith & Wesson décide de supprimer ce que beaucoup considèrent comme un savoir-faire armurier, comme un témoignage d'une certaine maîtrise armurière et d'une certaine qualité de fabrication. Donc Smith & Wesson décide de supprimer le barillet à drageoir et le canon goupillé. Alors évidemment que ça fonctionne très bien sans drageoir et ça fonctionne très bien sans canon goupillé. Mais voilà, ces deux petits éléments, je vous montre de quoi il s'agit. Vous savez que les canons sont vissés sur l'arme et Smith & Wesson rajoutait une goupille pour éviter que ça se dévisse. Et sur le barillet à drageoir, ben c'est simplement qu'il était fraisé à l'entrée de chaque chambre l'épaisseur du culot de la douille. Ce qui fait que la douille s'enfonçait complètement dans le barillet, il n'y a rien qui dépassait. C'est pas indispensable, on est d'accord, ça tire très bien sans. C'est-à-dire que ce modèle qui a barillet à drageoir, qui est un 19-2, ne tire pas mieux ou celui-là moins bien, qui est un 19-10, qui n'a pas de barillet à drageoir et qui n'a pas le canon goupillé, et ça tire tout aussi bien. Toujours est-il qu'en 1982, on passe du 29-2 au 29-3. Et j'ai envie de dire, pour les puristes, l'histoire du Smith & Wesson 29 s'arrête là. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. En 1988, on va passer donc du 29-3 au 29-4. Pourquoi? Parce que la cinématique du barillet va être renforcée. Parce que, en fait, ça fait quelques années que les tireurs font remonter chez Smith & Wesson le fait qu'il y avait des problèmes. Quand on ne tirait qu'à la pleine charge, bah, il pouvait y avoir même des déverrouillages intempestifs du barillet, etc. etc. Donc, Smith & Wesson a remédié au problème à partir de 1988, et un petit peu plus tard aussi, on va y revenir. Donc, 1988, on est sur le 29-4. Alors, en 1990, on passe donc du 29-4 au 29-5. Et dans le même esprit que le 29-4, Smith & Wesson continue à améliorer, on va dire, la solidité de son arme et son fonctionnement, surtout pour répondre aux tirs de pleine charge. Notamment, il va modifier les encoches de barillet pour un meilleur verrouillage. C'est aussi en 1990 que le percuteur, qui était jusqu'à présent, je vous le montre, ça c'est un 29-2 de 78. Vous voyez que le percuteur, il est monté sur le chien directement. Ce qui est le cas depuis l'origine. Et à partir de 1990, on va être sur une barre de transfert, comme sur ce modèle-là. Ça, c'est la version 29-10 qui est sortie en 2006, on va y revenir. Donc on voit qu'on est sur un percuteur flottant, intégré dans la carcasse, et que le marteau va venir frapper. Voilà. On n'est plus du tout sur la même conception, mais ça fonctionne très bien aussi. Le piton, dès le départ, dès l'origine, le Colt Python, par exemple, en 1955, il est avec une barre de transfert. Voilà. Donc ça pose aucun problème. Mais il est bon de noter qu'en 90, c'est là où ça change. En 91, apparaît le modèle 29 classique, qui se reconnaît notamment à son renfort sous le canon, mais ça reste toujours le modèle 29-5. On arrive maintenant en 1993, et en 1993, eh bien, simplement que la poignée bois va être changée pour une poignée Hog, que je trouve nettement moins esthétique que la poignée bois, mais qui permet peut-être un tir plus confortable. Et puis également, il y a une modification, c'est que la partie supérieure du bâti reçoit un taraudage, c'est-à-dire sur le dessus, il y a un taraudage pour permettre de mettre un élément de visée. Donc ça, on passe donc du 29-5 au 29-6 en 1993. Le changement suivant apparaît en 1998. Le chien et la détente ne sont plus en forgé usiné, sont en microfusion. Alors ça fonctionne très bien, ça fait des décennies qu'on utilise les pièces moulées, mais voilà, bon, c'est un petit truc, c'est tout ça pour des raisons d'économie, hein, voilà, c'est tout. Donc ça c'est en 98, et donc on passe de la version 29-6 à la version 29-7. En janvier 99, la production du modèle 29 est officiellement arrêtée. Il n'est plus fabriqué, il n'est plus proposé au catalogue. Toutefois, en 2001 et 2002, on va trouver des 29-8 et des 29-9, mais qui sont des modèles commémoratifs, les modèles héritage série ou performance center, et aussi le modèle Mountain Gun, avec un profil de canon qui est typique du modèle 27, en fait, et pas du modèle 29.
Mais voilà, ces petites variantes-là vont recevoir comme numéro 29-8, 29-9. On arrive maintenant en 2006 où Smith & Wesson décide de ressusciter son modèle 29 avec un canon de 6 pouces et demi. Voilà, donc Smith & Wesson a eu la bonne idée de revenir à un canon de 6 pouces et demi. En revanche, ils n'ont pas remis le canon goupillé, le barillet de rageoir, c'est dommage. Mais toujours est-il que voilà, à partir de 2006, on passe au 29-10. Alors comme on l'a vu dans cette chronologie, pas mal d'évolutions, pas mal de modifications, certaines qui sont positives, comme le renforcement pour le tir au pleine charge, et puis d'autres qui sont un peu plus contestables, qui sont même préjudiciables, je trouve, à la qualité de l'arme, à la qualité de fabrication, qui sont donc l'abandon du canon goupillé, puis le barillet de rageoir surtout, qui évidemment c'est pas indispensable, mais franchement c'était le témoignage d'un savoir-faire et d'une certaine idée de qualité. Ils sont très bien fabriqués aujourd'hui, il n'y a pas de problème, sauf que ben voilà, on a supprimé tout ce qui était des détails qui font toute la beauté de la chose. Voilà. Et le barillet de rageoir notamment, bah, franchement, c'est une autre gueule qu'un barillet sans rageoir, quoi. Mais enfin, c'est comme ça. Ce qu'il faut retenir, je dirais, c'est que pour le tireur, vraiment qui veut tirer pleine charge, il vaut mieux un 29-5. Voilà, il vaut mieux qu'il parte sur un 29-5. Là, il y a eu tous les renforcements de barillet, du machin, tout ça, ce qui fait qu'il n'y aura jamais de problème avec ces 29-là pour tirer à pleine charge. Maintenant, le collectionneur, qui est donc plus collectionneur que tireur, comme moi par exemple, je vais plutôt m'orienter vers un pré 29 introuvable, voilà, puis alors à des prix stratosphériques. Voilà, ça c'est les plus enviables, pré 29, 29, 29-1, 29-2. C'est les plus recherchés des collectionneurs, mais encore une fois, pour celui qui veut tirer à la pleine charge, il vaut mieux à partir du 29-5. Voilà, ça c'est la chronologie. Maintenant on va passer au 29 dans le cinéma, et on va voir qu'il y a des choses à dire là aussi. Il faut savoir qu'en 2008, la 20th Century Fox, je ne sais pas si je prononce bien, mon anglais s'est pas amélioré au fil des années, fait un sondage auprès des spectateurs en leur demandant quelles étaient selon eux les armes de cinéma les plus populaires dans les films, etc. Et le modèle 29 est arrivé deuxième après le sabre laser de Star Wars, de Luke Skywalker dans Star Wars. Alors on est quand même en 2008, voilà, et les spectateurs continuent à penser que la deuxième arme la plus populaire au cinéma, c'est le modèle 29. C'est quand même sympa. Alors, est-ce qu'on peut dire, je vous pose la question, est-ce que le cinéma, est-ce qu'Hollywood a sauvé le modèle 29? Eh bien, moi, je vous dis que oui. Le cinéma, Hollywood, a sauvé le modèle 29, et je vous explique comment. On l'a vu à sa naissance, ça a été un carton. Je rappelle, 3100 exemplaires vendus la première année. Et les années qui ont suivi, ça a été un carton aussi. Sauf que, assez vite, il y avait beaucoup de retours en armurerie, avec des panneaux marqués « Avant n'a tiré que 6 coups ». Pourquoi? Parce que beaucoup de gens en ont acheté, parce que c'était le revolver le plus puissant du monde, ce qui est vrai, à l'époque. Et ils ont tiré 6 coups, ils se sont démontés la main, et ils se sont dit non, hop, et ils l'ont ramené. Toujours est-il que les ventes ont commencé à décliner, à se ralentir, et à la fin des années 60, la production du 29 est devenue marginale, il s'en vend presque plus, à tel point d'ailleurs que Smith & Wesson a envisagé à l'époque d'arrêter complètement la production. Mais en 1971, tout bascule, j'ai envie de dire, pour le modèle 29, parce que c'est la sortie d'un film qui fait un carton aux États-Unis et un carton partout dans le monde où il est distribué, c'est l'Inspecteur Harry avec Clint Eastwood, je vous mets l'affiche. Je pense que tout le monde a vu ce film. Clint Eastwood incarne l'inspecteur Harry Callahan qui exhibe un magnifique Smith & Wesson 29-2 en canon de 6 pouces et demi, barillet à rageoir évidemment, et il fait des ravages dans les rues de San Francisco. Dans les semaines qui ont suivi, mais vraiment littéralement dans les semaines qui ont suivi, la demande a été telle que Smith & Wesson n'arrivait pas à suivre. Comme on l'a vu à la naissance du Smith & Wesson 44 Magnum, il y avait un homme, Elmer Keith. Et bien là c'est pareil, pour la renaissance du modèle 29, il y a un homme, et cet homme c'est John Milius. John Milius est un réalisateur scénariste, il a notamment réalisé Conan le Barbare et L'Aube Rouge, qui sont ses deux principaux films, on va dire. Il n'a pas tourné énormément de films, en revanche, c'est avant tout un scénariste. On lui doit le scénario d'Apocalypse Now quand même. Hein,
Voilà, ça pose un peu le bonhomme. Eh bien, John Milius, c'est un passionné d'armes à feu, et il est extrêmement... il fait partie du conseil d'administration de la NRA, il est extrêmement actif, évidemment, autant vous dire que le deuxième amendement, il le défend avec acharnement. John Milius, quand il a écrit le scénario de l'inspecteur Harry, il s'est dit « faut pas lui mettre un 38 dans les mains, faut pas lui mettre un 357, on va lui mettre le 44 Magnum ». Et il était parti avec l'idée de mettre un 44 Magnum nickelé en 4 pouces. Sauf qu'on s'en souvient, à la fin des années 60, la chaîne de montage du 29 est quasiment à l'arrêt. À tel point que Smith & Wesson envisage même carrément d'arrêter de produire du 29. Donc John Milius a beaucoup de mal à trouver un 4 pouces nickelé, d'ailleurs il n'en trouve pas. C'est la raison pour laquelle l'inspecteur Harry, et à mon sens ça lui va bien mieux qu'un 4 pouces nickelé, bah, il a un 6 pouces et demi bronzé, ce qui convient mieux à sa stature. Je rappelle qu'il fait 1m94 le bonhomme, et je pense que ça fait en plus plus sérieux, enfin, c'est pas bling bling comme un modèle nickelé, quoi. Alors évidemment, le 29, on le voit dans d'autres films que l'inspecteur Harry, hein, il va continuer sa carrière, sauf qu'en 1985, c'est la sortie du Desert Eagle, hein, j'en parlais dans ma précédente vidéo, le Desert Eagle, il est quand même beaucoup plus impressionnant, il est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus cinématographique en fait. Bien les amis, je pense qu'il est temps maintenant d'aller faire un petit tour au stand de tir, c'est plutôt sympa, vous allez voir. Et on se retrouve tout de suite après pour la conclusion. Je crois que Clint Eastwood est meilleur que moi. Mais qui est meilleur que Clint Eastwood? Personne. J'en ai une ici, les gars. Ah, et je me suis cassé la main. Bon, voilà, les gars, je me suis ouvert. Ici, il y a une arête. Et comme là, on me déchausse un peu parce que la poignée, elle est pas top. Voilà, je me suis ouvert. Allez, on va soigner ça et on revient. Voilà les amis, vous avez peut-être remarqué, quand je me mets en parallèle avec Clint Eastwood, j'ai accéléré parce que je tire beaucoup moins vite que lui, donc j'ai accéléré un petit peu la vidéo pour que les coups de feu correspondent plus ou moins et qu'on soit dans le même tempo, quoi. Voilà. Mais le résultat, on l'a vu, est pas du tout le même. Lui, il met tout là-dedans. Je sais même pas si c'est possible en double action avec un 44 à la vitesse où il va, de tout mettre là-dedans. Toujours est-il que j'ai voulu jouer le jeu, j'ai voulu faire comme lui, et vous avez vu le résultat. J'ai loupé, c'est comme ça. C'est plus pour le fun que j'ai tourné ça qu'autre chose. En revanche, à deux mains, à deux mains à 15 mètres, c'est correct. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris plein de choses, autant qu'à moi, parce que quand j'ai commencé à faire des recherches sur le modèle 29, eh bien par exemple j'ai appris qu'il y avait des modèles pré-29, j'ignorais aussi cette histoire de plaques à 5 vis, 4 vis, 3 vis, ce genre de détails que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert en faisant mes recherches, donc ça m'a fait plaisir de les partager avec vous. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent réveillon du Nouvel An, on va se retrouver en janvier, je vous présenterai mes vœux à la faveur d'une vidéo western, parce que je sais que beaucoup d'entre vous apprécient ma chaîne, parce qu'elle était orientée western, mais rassurez-vous, la première de l'année, ça sera une vidéo western, voilà, tout simplement, je vous dis pas quoi, c'est une surprise, mais ça sera une vidéo western. Bien, quoi dire d'autre? Prenez soin de vous, n'abusez pas trop, et ciao les amis.